Voilà, chose promise, chose due. Martin, on a dit tout à l'heure à l'introduction qu'on allait parler des awards. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Aline. Bonjour. Qui suit les awards au quotidien. Donc on va démarrer avec les awards. Déjà, pourquoi des awards et c'est quoi ces awards, Martin? Alors, les Global Industry Awards, c'est une animation vraiment phare de Global Industry, historique dans un premier temps, avant même la création de Global Industry, quand les salons, vous savez, étaient encore séparés. D'un côté Mides, Tolexpo, Industry Smart, c'était sur quasiment chacun des salons déjà une animation. C'est une animation qui met en avant les innovations de nos exposants, l'offre de nos exposants, c'est ce que viennent chercher aujourd'hui nos visiteurs au quotidien. Donc à la création de Global Industry, on avait réellement envie de continuer, en fait, de garder une continuité dans notre communication et garder une continuité justement sur la valorisation de ces innovations. Et donc on a créé les Global Industry Awards depuis 2018 qui aujourd'hui font succès, si je peux dire, ou connaissent un réel succès parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais de nombreuses innovations chaque année sont présentées. Oui, on va voir après les process avec Aline, etc. Mais ça veut dire qu'avant, il y avait des prix quelque part qui ne s'appelaient pas forcément Award, un peu sur chacun des salons. Parce qu'on rappelle, Global Industry, c'est l'assemblage de plusieurs salons qui chacun avait un petit peu son process. Effectivement. C'est ça, hein, donc vous avez rassemblé. On a rassemblé, mais on a gardé entre guillemets cette continuité, c'est-à-dire que chacun l'appelait un petit peu comme il l'entendait. D'un côté, c'était un prix spécial, d'un côté, c'était les trophées de l'innovation, d'un côté, c'était l'innovation à l'honneur. En tout cas, chaque salon mettait en avant ces innovations, les exposants y sont attachés, les visiteurs viennent les chercher réellement. Les visiteurs viennent déjà bien sûr pour faire du business, mais viennent aussi faire de la veille. Et je pense qu'avec ces awards aujourd'hui, ils ont un panel véritablement de nouvelles solutions, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux équipements pour véritablement faire leur veille pendant l'événement. Alors on va avoir 6 awards de mémoire et on a envoyé les équipes mobiles sur place pour découvrir ces nouveautés-là. Donc en fait, sur les 6 awards, le premier thème, j'ai noté, c'était technologie de production. Ça regroupe quoi? Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Alors, technologie de production, c'est très simple, c'est tout ce qui va concerner la chaîne de production, c'est-à-dire soit un équipement, soit une solution qui va rentrer dans le process de la chaîne de production. Donc là-dessus, on a eu beaucoup de candidatures. Je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais je crois qu'on est sur peut-être une 60aine de candidats dans cette catégorie, ou une 50aine. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qui va concerner la chaîne de production, les équipements de production et les équipements d'usine. D'accord. Et donc là, le gagnant, et je l'ai noté sur une petite feuille parce qu'on a eu les résultats cette année un petit peu plus tôt. Enfin, plus tôt, c'est quelques jours. Voilà, c'est une semaine plus tôt. Donc on a pas eu le temps, mais ça leur permet quand même d'en profiter un petit peu de la notoriété que ça peut apporter, on le verra tout à l'heure. Donc le gagnant est Pollen AM. Alors Xavier, je crois que vous êtes sur le stand de cette entreprise-là. Je vous passe la parole, Xavier. Oui Guy, effectivement, nous commençons notre tournée des awards qui sont présentés ici sur les Global Industry par Pollen AM pour Additive Manufacturing. Je suis en compagnie de Didier Fonta qui arbore ce award. Vous êtes directeur général de Pollen AM. Un mot tout d'abord sur votre société. En effet, bonjour d'abord. Pollen AM, c'est une société française qui développe depuis plus de 10 années des imprimantes 3D, des solutions ouvertes, versatiles et multi-extrudeuses. Alors vous avez reçu un award pour cette machine. Qu'est-ce qu'elle permet exactement? Newpalm Series MC, qui est notre dernière version de notre technologie, permet de transformer la plus large gamme de matières disponibles sur le marché, à savoir les thermoplastiques, les élastomères, les métaux et les céramiques techniques. Est-ce qu'elle permet d'imprimer des pièces de quelle taille exactement? Alors le volume d'impression de ces solutions aujourd'hui, c'est un cylindre de 30 cm de diamètre sur 30 cm de hauteur. Il n'y a pas de limite technique aujourd'hui pour nous d'aller sur des plus gros volumes. C'est plutôt des dossiers, des demandes particulières qu'on pourrait avoir. En termes de matière, quel type de matière peut-elle travailler? Est-ce qu'elle peut en travailler plusieurs? Exactement, en fait, nos systèmes sont composés de 2 à 4 extrudeuses qui permet de pouvoir transformer 2 à 4 matières sur le même cycle de production ou alors de pouvoir associer différentes matières. Par exemple, on a ici une pièce qui est composée d'un élastomère pour l'amélioration de la fonction étanchéité et la partie rigide qui est faite en polypropylène. Qu'est-ce qui constitue sa différence par rapport à d'autres types d'imprimantes 3D? La principale différence de notre solution, c'est qu'elle va pouvoir transformer des matériaux industriels issus de l'injection. Donc c'est l'élément de base de l'industrie, c'est des petites billes plastiques, un format qui est très économique, très diversifié et qui permet entre autres, appliqué à l'impression 3D, de pouvoir avoir les bonnes propriétés mécaniques et aussi d'avoir accès à un catalogue matière virtuellement infini qui présente des certifications possibles aussi, de type feu fumé par exemple. Vous avez participé donc au Award en technologie de production. Qu'est-ce qui a fait la différence aussi par rapport aux autres participants qui ne fabriquaient pas forcément des imprimantes 3D, mais sur d'autres produits?
Je pense que la principale différence qui nous a permis de gagner ce trophée, c'est d'avoir développé en plus de 10 années une solution vraiment de rupture qui permet aujourd'hui aux industriels de produire des pièces de qualité, aux bonnes propriétés et à des coûts extrêmement compétitifs par rapport aux autres solutions. Et en effet, par l'utilisation des granulés, on a un sourcing qui est extrêmement facilité. Désormais, l'industriel peut acheter et utiliser les matériaux qu'il utilise classiquement en injection, les acheter chez n'importe quel fournisseur de manière facile. Qu'est-ce que vous allez faire de ce trophée? Est-ce que vous allez le valoriser d'une manière particulière? Déjà, on va le mettre dans notre vitrine au bureau et bien sûr qu'on va essayer de continuer à bénéficier de ce rayonnement que nous apporte cette récompense, comme on a pu déjà l'avoir à travers ces 4 dernières journées. C'est ça, sur Global Industries, vous avez constaté un recrue de visiteurs par rapport peut-être à d'habitude? Exactement, déjà vous êtes là. Aux dernières éditions, vous n'étiez pas venu nous voir. Et en effet, d'autres personnes sont venues rencontrer notre nouvelle technologie et nos nouveaux produits. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Didier Fonta et encore félicitations pour ce prix. Voilà Guy, la prochaine fois on viendra un peu plus tôt parce que peut-être qu'il y a des innovations que l'on doit découvrir en avant-première. Merci Xavier, oui effectivement on ne pouvait pas passer sur tous les stands mais visiblement là il va falloir que G-Channels on mette les petits plats dans les grands pour aller voir tout le monde. Ça va être compliqué quand même mais en tout cas c'est intéressant parce qu'il a parlé de technologie de rupture, il est sur la fabrication additive donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant qui correspond vraiment à la définition que vous avez faite Martin. Exactement. Aline, je me tourne vers vous. Avant d'arriver là, c'est la finale. Comment se passe le process en fait? Quel est le process pour vraiment arriver et avoir des chances d'être dans ce panel? Alors en effet, comme vous l'avez dit, c'est un travail finalement sur toute une année. Donc nous, on donne la possibilité à nos exposants d'inscrire leurs innovations. Donc ça, c'est un service qui est donné à l'ensemble de nos exposants. Via une plateforme tout simplement depuis leur espace exposant. Ils peuvent renseigner leur innovation de façon la plus complète possible finalement pour qu'on ait le maximum d'informations sur leurs produits, solutions, savoir-faire. Donc en fait, pour expliquer aux personnes qui regardent, en fait, chaque exposant a une fiche dans laquelle il remplit un certain nombre de caractéristiques pour le stand, pour différents critères. Et donc là, il y en a un spécifique sur les awards. Il dit, je veux concourir et je donne des éléments, c'est ça? Il vous donne les éléments? Exactement, on a finalement tout un panel de questions auxquelles ils sont censés répondre, que ce soit des titres, descriptions, argumentaires, photos. À savoir également que leurs innovations ne doivent pas dater de plus d'1 an. C'est un petit peu le règlement qui l'impose, ce qui nous permet d'avoir des innovations les plus fraîches possibles finalement. Ils peuvent proposer plusieurs produits, plusieurs solutions, ils sont limités. Comment ça se passe si je suis exposant, j'ai 2 nouveautés, je dois choisir, je peux aller dans plusieurs catégories, je peux mettre le même produit dans plusieurs catégories. Comment ça se passe? Il y a vraiment une sélection à ce niveau-là ou c'est open? Alors, ils ont la possibilité de concourir sur toutes les catégories qu'ils souhaitent. En revanche, c'est 3 produits ou solutions savoir-faire, peu importe, maximum, et inscrites sur une catégorie seulement. D'accord, ok, s'ils ont 3 produits, il faut choisir dans 3 catégories. Exactement, voilà. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'avoir 3 prétendus awards, je ne sais pas si ça arrivera un jour sur les 6 catégories, si on a un fournisseur qui a 3 awards, mais pourquoi pas? Je leur souhaite. C'est jamais arrivé, donc oui. Et ça c'est la démarche, en partant du principe qu'il y a l'industriel qui va sur le site et qui remplit. Est-ce que vous avez une démarche, j'allais dire, d'aller chercher, d'avoir lu dans la presse ou ailleurs qu'un tel allait proposer quelque chose et puis de lui dire ça serait bien ou de le forcer à s'inscrire? Parce que des fois, il y a des exposants qui pensent peut-être pas aux awards alors qu'il y a des choses intéressantes et il n'a pas pensé postuler peut-être. Bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on a un service qui est complètement dédié à nos exposants et ils sont chargés donc finalement de démarcher des sociétés qui potentiellement pourraient concourir à ce concours. Donc on essaie de faire ce qu'on appelle du phoning au maximum, de venir un petit peu à la recherche de nos exposants qui pourraient être intéressés par ce concours. Alors Martin, on va revenir au 2e thème qui est technologie périphérique. Alors qu'est-ce qu'on met derrière technologie périphérique? C'est tout ce qui va être, on a parlé de la chaîne de production, on a parlé entre guillemets des machines et des équipements. Là maintenant on va arriver dans tout ce qui est justement dans la périphérie de la machine, dans tout ce qui va venir dans l'environnement de la machine. Donc ça peut être des solutions de mesure, de contrôle, ça peut être des logiciels, etc. Tout ce qui va venir un petit peu autour de l'équipement, autour de la machine d'usine. Et du coup on a dédié véritablement un prix à ça. Ça peut être des préhenseurs, ça peut être... Exactement. On est vraiment machine, on n'est pas sur une partie logicielle ou autre. Si.
Justement, On là on est sur une partie logicielle, outils de contrôle, outils de mesure, vraiment qui vient dans l'environnement de la machine. Tout ce qui vient en fait dans l'environnement de la Mais il y machine. a toujours le mot machine où on peut avoir des équipements périphériques autres, je sais pas, la cybersécurité, des barrières. Ah oui, voilà, exactement. Ça vient là-dedans également. Ça vient là-dedans également. Alors, le gagnant de l'année, et on va retrouver Steve sur le stand de ce gagnant, c'est Hexagon. Allez Steve, je vous laisse la parole. Exactement, on parlait de gagnant, j'en ai un devant moi, il s'appelle Michel Magréo, il est responsable des partenaires chez Hexagon. Quelle division? La division production software. D'accord, alors vous avez gagné ce prix pour l'Hexagon Machine Trainer. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc Steve, merci déjà de venir sur le stand. Donc on est sur un des 3 stands effectivement du groupe Hexagon dans la division production software. Donc la Machine Trainer, effectivement, elle a gagné dans la division périphérique technologie, c'est ça. On est très fiers de ce produit qui est effectivement un produit d'équipe. Et en 2 mots, c'est un produit qui a une notion pédagogique puisque c'est pour former des futurs opérateurs, et maintenant on va parler plutôt de pilotes de machines à commande numérique. Donc c'est un simulateur qui va nous permettre de faire tout ce qu'on peut faire sur une machine à commande numérique à moindre coût, puisqu'effectivement on n'aura pas l'investissement de la machine, on n'aura pas le coût des énergies, des fluides et bien sûr des outils et des brutes en matière. Donc l'intérêt effectivement, c'est comme un simulateur de vol, mais orienté industrie, pour piloter des commandes numériques. On se place exactement dans la même position, c'est qu'on va avoir la possibilité de commencer son apprentissage sur l'Hexagon Machine Trainer, et après, lorsqu'on a passé les différentes étapes et qu'on a son brevet de pilote pour la Machine Trainer, on peut travailler sereinement sur une vraie machine à commande numérique. Donc sur la Machine Trainer, on va pouvoir simuler à la fois du tournage, du fraisage, jusqu'à du fraisage 5 axes en continu. Donc on va avoir toutes les possibilités, quelles que soient les machines. On va avoir l'ensemble des jumeaux numériques, puisque la Machine Trainer intègre le logiciel NC Simul, qui est bien connu sur le marché, qui permet de simuler du code ISO. Là, du coup, c'est le viewer de NC Simul qu'on utilise, qui est esclave de la commande numérique. Donc les apprenants vont pouvoir venir tout simplement avec leur clé USB, leur programme qu'ils auront fait sur n'importe quel produit du FAO standard du marché. Ils viennent, ils intègrent leur programme et ils vont travailler logiquement comme ils le feraient sur une vraie machine à commande numérique. Sauf que là, ils sont sur un simulateur. Ils vont pouvoir apprendre par l'erreur, chose qu'on ne peut pas accepter sur une machine parce qu'il y a des risques de casse, des risques de panne. Là, on va pouvoir apprendre par l'erreur. C'est là que c'est unique, puisqu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on est dans un centre de formation, on a toujours le formateur qui est toujours un peu en stress lorsqu'il met des apprenants sur une machine. Là, on va pouvoir les mettre tout de suite en totale autonomie. L'idée, effectivement, c'est d'apprendre, mais dans le calme, finalement, à la fois pour celui qui forme et celui qui apprend. Exactement. Et surtout, on va pouvoir également enregistrer le scénario du process qui s'est placé pendant cette cellule pédagogique, de façon à ce que l'apprenant pourra rejouer le scénario, de savoir les erreurs ou ce qui a été fait ou pas, ou fait dans un laps de temps trop long par rapport effectivement au contexte industriel. Et on a le temps d'apprendre et de comprendre les erreurs. Exactement, puisqu'effectivement, lorsqu'il va y avoir une collision, chose qu'on n'accepte encore pas sur une machine, là on va tous avoir l'information à l'écran, effectivement, de qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la collision, est-ce que c'est dû à une mauvaise manipulation sur la machine, est-ce que c'est une mauvaise programmation, tout ça on va pouvoir effectivement l'apprendre par l'erreur. Voilà Guy, on peut le dire, Hexagon, grâce à ce Machine Trainer, prend son envol. Voilà, retour à vous. Merci Steve, c'est paraissait intéressant, on va espérer qu'il ne s'envole pas trop loin quand même. Aline, je me tourne vers vous, on a vu le process au départ, je dépose des projets, des idées. Comment on fait le côté sélection en fait, comment ça se passe ensuite, l'étape suivante? D'ailleurs, il y a eu combien de demandes, de propositions au total?
Alors, on a eu environ 130 participations, dont 123 valables finalement, donc qui rentraient bien dans le règlement. Et à la suite de ça, donc, on récupère finalement toutes ces innovations qui sont déjà vérifiées, on va dire, par un préjury de professionnels pour sélectionner environ 3 nominés, donc par catégorie, qu'il faudra à la suite de ça départager. Il y a qui dans ces jurys? Parce que ce préjury est composé de quoi? D'industriels Alors tout à fait, on fait en sorte de s'entourer de jurys professionnels, industriels, qui font parfois partie de la presse spécialisée en fonction de certains secteurs d'activité, mais on est entouré vraiment de professionnels de toutes ces catégories, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble très, très pointue. Donc si je fais un rapide calcul, 6 catégories, 6 x 3, 18, ça veut dire que 223, ils tombent à 18. À peu près, oui. C'est ça, hein, c'est un peu. Alors en fonction des participations et des catégories, il peut nous arriver de ne pas réussir à sélectionner uniquement 3 sociétés. Donc il peut nous arriver d'en avoir 4, 5. Mais c'est aux alentours entre 3 et 5 nominés par catégorie, oui. Donc ça c'est le premier filtre. Tout à fait. Ensuite, à la fin de ce filtre, on a entre 3 et 5 par catégorie où vraiment il faut choisir qui est le meilleur, parce qu'il n'y a pas de second, Martin, il n'y a pas de second, il n'y a pas de troisième, hein, on est bien d'accord. Uniquement le premier est récompensé. C'est pas comme les Golden Tech, on aura médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Là, on a que des médailles d'or. Hein. Tout à fait. On peut pas avoir un award à moitié, quoi. Et donc là, mettons, j'en ai 3 ou 4. Comment ça se passe? Le dernier filtre, il y a combien de personnes? C'est débattu comment? Alors, pour ce dernier filtre, finalement, on leur donne rendez-vous lors d'un grand oral. Donc, toujours pareil, on fait venir un jury composé de professionnels, industriels et autres pour départager donc, ces nominés lors d'un grand oral de 15 minutes sur lesquels les sociétés défendent leur innovation. D'accord, donc oui, c'est-à-dire que le premier, c'est sur dossier. Tout à fait. Et le deuxième, ils viennent devant le jury. Exactement. Ils ont un quart d'heure, une demi-heure, ou je sais pas. Tout à fait. Pour vendre, vendre leur innovation au jury. J'allais dire autre chose, mais vendre leur offre, en fait, leur service, et essayer de convaincre tout le monde. Exactement. Et répondre aux différentes questions. D'accord. Et donc après, les candidats sont à ce moment-là. On connaît les gagnants. Et donc, nouveauté cette année, je crois qu'on donne le nom des gagnants avant, c'est ça? Tout à fait. Alors, historiquement, c'est vrai qu'on révélait les lauréats lors du salon, finalement, le premier jour du salon, ce qui leur donnait certes une belle visibilité auprès des médias et autres. Mais cette année, on a voulu un petit peu bousculer les choses et leur apporter de la visibilité un peu avant salon, ce qui fait qu'on a organisé ce jury mercredi dernier et on a révélé donc les lauréats jeudi dernier, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. D'accord. Alors Martin, allez, on revient sur nos nominés, on en a déjà vu 2. Donc la troisième catégorie, c'est la transition numérique. Bon, c'est peut-être plus simple, mais... Ouais. Là, c'est vrai que le nom l'indique assez facilement. C'est toutes les offres de services véritablement qui vont accompagner les entreprises dans justement leur mutation et leur transformation numérique. On parlait de cybersécurité par exemple tout à l'heure. Là, ça rentre vraiment en ligne de compte. C'est toutes ces solutions qui vont venir accompagner véritablement ces entreprises dans leur mutation. On voit qu'il y a énormément de mutations ces dernières années dans l'industrie, notamment sur le numérique, sur le digital, etc. Et là, ce sont donc toutes les innovations, tous les services innovants qui vont donc accompagner les entreprises dans leur transformation. D'accord, alors on va rejoindre Xavier qui j'espère a eu le temps d'arriver sur le stand vu que Xavier était sur la première visite tout à l'heure, le temps qu'il traverse les allées et qu'il arrive sur le stand de Momentech. Xavier, je vous vois à l'écran, visiblement vous êtes arrivé à bon port. Alors présentez-nous cette troisième innovation. Exactement. Exactement, Guy, à bon port sur le stand de Momentech en compagnie de Denis Escudier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant et CEO de la société Momentech. Alors, présentez-nous en quelques mots. Alors, Momentech est une entreprise normande située à Caen. On est 15 collaborateurs et on est spécialisé en intelligence artificielle et plus particulièrement les projets l'intelligence artificielle la plus complexe, notamment à destination des entreprises, le deep learning. Vous avez eu donc ce trophée, ce award sur la meilleure innovation en transition numérique avec votre plateforme, pour votre plateforme IA Park. Que permet-elle exactement ? Alors la plateforme IA Park est la première plateforme
collaborative et souveraine d'intelligence artificielle optimisée pour les IA les plus complexes. Donc elle va permettre notamment aux data scientists, ingénieurs IA, aux équipes métiers, ce qu'on appelle des data citizens qui font l'interface entre les data scientists et les équipes métiers, et les DSI de collaborer sur une même plateforme pour pouvoir créer les projets d'IA et les mettre en production, les industrialiser, car la plateforme répond à de nombreuses problématiques qui empêchaient les projets d'IA d'arriver en production, donc de passer du POC à l'utilisation, l'exploitation de ces projets. Et enfin, grâce à cette plateforme, on peut le faire. On se présente comme une vraie alternative aux outils d'intelligence artificielle des GAFAM. Le but là, c'est vraiment de proposer une interface souveraine, une plateforme souveraine, complètement autonome et qui va préserver les données sensibles, les données confidentielles de la plupart des entreprises qui en ont besoin. C'est une plateforme qui s'adresse à tous les secteurs d'activité. Elle est vraiment importante pour le domaine industriel notamment. Vous avez dit ce mot particulièrement d'actualité sur la souveraineté des données. Est-ce que ça vous fait peur de vous opposer comme ça à des GAFAM, à Amazon, à Microsoft? Alors, on ne s'oppose pas réellement, hein. On est une alternative sur une partie de la chaîne qu'ils occupent c'est plutôt excitant. Voilà, on a vraiment de vrais projets, on veut faire une vraie proposition de valeur qui nous emmène aussi vers l'IA de confiance et la démocratisation de l'IA au sein de la plupart des fonctions de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire gagner au sein des structures, des organisations. Alors la plateforme IA Park existe déjà, elle est déjà opérationnelle? Alors, elle est opérationnelle. On est en test vis-à-vis de clients, d'early adopters, et elle sera disponible. Alors, elle est disponible dans le cloud à partir du mois d'octobre. Elle est déjà disponible on-premise, c'est-à-dire qu'on peut l'installer chez le client et il peut fonctionner de manière autonome puisqu'on livre à la fois le hard et le soft. Vous parlez de bêta-testeurs. Quelle industrie, quelle taille d'entreprise? Alors, aujourd'hui, on s'adresse principalement pour ce type de machine à plutôt des ETI et des grands comptes et des organisations, mais aussi des institutionnels. Et donc, ce sont eux qui sont capables d'avoir ce type d'investissement et surtout d'avoir les collaborateurs ingénieurs IA qui sont déjà dans leur structure et qui sont intéressés par ce type d'outils parce que c'est riche, c'est intuitif, c'est collaboratif. Donc, ça permet d'avoir une organisation dédiée à l'IA. Alors comment est-ce que vous allez valoriser cet award? Est-ce que vous en avez constaté les effets bénéfiques de ce coup de projecteur pendant ce salon Global Industry? Ah oui, ça a été vraiment très, très intéressant. C'était un beau coup de projecteur puisqu'on a eu beaucoup de venues sur le stand, beaucoup de gens qui sont venus nous voir intéressés. Et puis parce que l'IA est enfin en train de conquérir les directions stratégiques des organisations. Vraiment, elle devient un atout majeur pour les entreprises, pour leur process interne, mais également pour leur performance. Donc. Très bien, encore une fois, toutes nos félicitations. Voilà, Guy, c'est à vous. Merci Xavier, je vous laisse vous déplacer sur le stand voisin, mais bon, j'ai vu que cette fois-ci, il était beaucoup plus proche, vous aurez moins à courir que tout à l'heure. Aline, je me tourne vers vous, Martin, pareil, parce que toutes les deux, vous travaillez dans la partie communication. On l'a vu, un exposant heureux. Comment on passe l'étape d'après? On a décerné les awards, comment vous valorisez ou vous l'aidez à valoriser tout ça? Alors, à savoir que nous, lors du jury, on fait venir un vidéaste qui nous permet de créer des vidéos de nos potentiels lauréats. Et ensuite, ces vidéos peuvent être diffusées aussi bien sur les médias, sur les supports finalement des exposants, que sur les nôtres. Par exemple, sur nos newsletters, sites web, réseaux sociaux ou autres, tout simplement. D'accord, donc ça c'est la communication que fait GL Events en amont, enfin à l'annonce. Mm-hmm. Et après, il y a d'autres étapes. Alors, évidemment, ce qui est finalement le plus important et le plus riche en termes de visibilité, c'est celle que les médias apportent aux lauréats, toute la presse professionnelle. Et c'est finalement ça qui, je pense, intéresse le plus nos exposants et qui est le plus bénéfique pour eux. Justement, on parlait de presse professionnelle. Martin,
On a vu hier BFM qui était ici, qui était sur le BFM plateau. Business, effectivement. Ils sont pas allés encore jusqu'à voir les awards et en parler, ou ils en ont parlé, je sais pas, j'ai pas vu Non, les... ils en ont pas parlé, mais ça aurait été. En fait, c'est ça, c'est que de la professionnelle, ça passe à Effectivement. un stade peut-être plus grand public. C'est Effectivement. peut-être une occasion de montrer des nouveautés industrielles. Ça pourrait, effectivement, on essaiera peut-être dans les années futures de faire en sorte qu'un grand média comme BFM pousse encore plus nos innovations. Aujourd'hui, malgré tout, toute la visibilité dont bénéficient nos lauréats et même nos nominés, c'est vrai qu'on pourra en parler un petit peu plus tard, mais même les nominés bénéficient déjà d'une visibilité certaine. Alors en tant que participants, ils sont déjà visibles sur notre site internet parce que la liste des participants est visible et donc la liste des innovations aussi. Et la presse également, via notre agence de presse AB3C qui organise justement ces awards avec nous, met en avant l'ensemble des participants aux awards. Mais c'est vrai que derrière, les nominés et surtout le lauréat bénéficient d'un package visibilité assez important. On leur fournit également des éléments de communication, que ce soit visuel ou autre, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent réutiliser tout ça. Ils ont ce beau trophée qu'on voit dans certaines de tes interviews, Guy, où vraiment ils ont la possibilité de l'installer un petit peu sur leur stand. On l'a vu d'ailleurs sur certains des stands déjà, le trophée est mis en valeur chez les exposants. Donc voilà, on crée véritablement un vrai package communication qui est assez important. Et aujourd'hui, le fait même d'avoir Aline, effectivement, qui est réellement la chef de projet sur ces awards, prouve le fait qu'il y a énormément de travail qui est réalisé autour de ça. Et ça risque encore de prendre de l'envergure, si je veux dire, au fur et à mesure des années. Et on fait un suivi un peu de ce qu'ils en font, on essaie de quantifier si eux le valorisent, enfin visiblement ils le valorisent bien sur les salons, mais par la suite on suit cette communication. Alors, par effectivement, réseau. Aujourd'hui on est dans un monde un peu on tente digital, de faire des témoignages, on tente de faire des témoignages, on tente de récupérer des témoignages de la part de nos exposants qui vont nous dire un petit peu la visibilité dont ils en bénéficient. On entendait le vainqueur chez Momentech qui effectivement disait que ça lui avait amené du monde sur son stand. Pour nous, c'est un témoignage en or, si je peux dire, et c'est ce genre de choses qu'on aime entendre de nos exposants, c'est de voir que nos opérations fonctionnent bien, c'est de voir que ça leur permet à eux-mêmes de se faire connaître peut-être de nouveaux visiteurs, de bénéficier de nouveaux contacts. Donc de la même manière, on va après salon tenter de récupérer des témoignages de la part de nos exposants pour naturellement le publier sur nos réseaux. Alors on va passer à la 4e catégorie. L'éco-responsabilité. Alors là, c'est un terme pas fourre-tout, mais bon, comment on choisit là-dedans? On est dans l'air du temps. Touche On tout est le monde. réellement Voilà, dans l'air c'est du temps. On est dans une thématique qui est phare déjà sur le salon. C'est vrai qu'on a une grosse thématique cette année qui est la réindustrialisation responsable. C'est vrai que le terme responsable, le terme écologique est naturellement beaucoup utilisé dans les solutions de nos exposants. Là, on est justement sur un prix, une innovation en tout cas qui salue véritablement les démarches RSE de nos exposants et l'accompagnement que peuvent faire ces entreprises sur ces démarches-là. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une thématique qui est obligatoire parce que dans l'air du temps, en lien avec la thématique du salon qui est donc la réindustrialisation responsable, et on a eu du coup pas mal d'innovations de ce côté-là également. D'accord, donc si j'ai un produit ou un service éco-responsable, je m'inscris pour l'année prochaine. Exactement. Alors on va la découvrir, le gagnant, c'est la société Précise France du groupe Pracartis. Steve, je vois que vous êtes sur ce stand-là justement, donc je vous laisse nous présenter la nouveauté. À vous. Exactement, donc je suis avec Rémi Bittel de Précise France du groupe Pracartis. Vous l'avez dit. Alors Rémi Bittel, vous êtes ingénieur au bureau d'études mécaniques de l'entreprise. Un mot sur l'entreprise, un mot. Oui, bonjour. Donc un mot pour résumer Précise France. Donc, nous sommes spécialistes dans la vente, la réparation et la conception d'électrobroches. Nous sommes basés à Payonnet, en Haute-Savoie, proche du bassin de la vallée de l'Arve. Voilà, il y a plus qu'un mot, mais c'est pas grave, on prend un peu le temps. Alors, ce prix, vous l'avez gagné pour le Précibot. C'est un centre d'usinage un peu spécial. Hein. On parlait d'éco-responsabilité, je crois qu'on est en plein dedans là. Tout à fait. Conscient actuellement des enjeux environnementaux de demain, nous venons correspondre à ces attentes, tout en correspondant au challenge de la haute technologie. C'est un centre d'usinage léger, très léger, avec des technologies utilisant des moteurs à très haut rendement, ce qui donc va impliquer une faible consommation d'énergie. Donc on va venir vraiment réduire les consommations, contrairement à des centres d'usinage classiques. De plus, nous venons supprimer les liquides polluants que nous pouvons retrouver dans certaines machines-outils, tels que les liquides de refroidissement ou les liquides de coupe, car nous sommes basés sur des technologies telles que l'usinage très grande vitesse, où l'on peut venir supprimer cet arrosage liquide pour enlever des copeaux, et la broche est refroidie par air, ce qui permet aussi donc, de supprimer le liquide de refroidissement. Et de fait, nous utilisons une technologie de châssis très légère et optimisée afin vraiment de réduire le poids de cette machine, ce qui permet aussi donc vraiment de réduire les consommations des moteurs électriques de la machine.
On la voit derrière, hein, elle est ici, Guy, vous voyez, elle est extrêmement compacte. Hein. Oui, tout à fait. On est vraiment destiné à l'usinage microtechnique de très haute précision pour tout secteur. Aujourd'hui, la machine est capable d'atteindre des avances de 80 mètres minutes et est capable aussi d'usiner un cube de 120 mm de côté. Elle aura plusieurs applications. On pourra l'utiliser donc comme présenté aujourd'hui sur le salon de Global en machine traditionnelle, où elle pourra avoir aussi une application de machine de transfert, donc avec plusieurs Precibots sur une ligne. Et enfin, elle pourra aussi avoir une utilisation robotique. C'est-à-dire que l'ensemble de la machine que vous voyez dans la cabine pourra être détaché et accroché au bout d'un robot. Un dernier mot quand même, vous me parlez d'économie d'énergie. Quel est le pourcentage peut-être économisé par rapport à un centre d'usinage équivalent? Alors, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais je sais qu'actuellement, la machine consomme environ 4 ampères, ce qui est très faible pour une machine d'usinage. Généralement, on est à combien d'ampères? Je ne m'avance pas là-dessus, on va dire, je ne connais pas les chiffres en général, mais on est largement plus haut que ce qu'utilise le Precibot. Voilà, bon, on va trouver l'information, Guy, puis si je l'ai dans mes petits papiers, je vous la communiquerai. Voilà, à vous. Merci, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas évident de se rappeler tous ces chiffres, les ampères et autres. Ça me rappelle d'anciens souvenirs, Steve, que je vais éviter de remettre sur la table. Je vous laisse vous rendre au stand suivant. Je crois que vous aussi, vous avez besoin de traverser les différentes allées pour aller voir ça sera le dernier, je crois, de votre côté, Steve. Donc je vous laisse partir. Martin, vous avez parlé tout à l'heure là c'était le thème éco-responsabilité. Vous m'avez dit le thème du salon, c'est la réindustrialisation responsable. On peut peut-être en parler un petit peu. Effectivement, aujourd'hui, on l'a dit, toutes ces questions environnementales sont au cœur de la société. C'est véritablement un vrai sujet aujourd'hui. Ça se ressent dans l'offre que proposent nos exposants et surtout dans leur communication. C'est vrai qu'il y a une réelle communication autour de ça dans les solutions qu'ils proposent. C'est vrai que l'aspect green et l'aspect éco-responsable est important. De la même manière, avec cette crise Covid, cet aspect relocalisation, réindustrialisation a également été important. On le fait du coup transparaître dans la thématique du salon cette année qui est la réindustrialisation responsable. Et on peut le voir à travers différents espaces. Le premier qui est un espace en bas du hall 6, je vous invite à y aller, où vous trouverez des témoignages d'exposants et de partenaires et des solutions qui sont présentées par les partenaires et les exposants du salon, justement en lien avec cette thématique. Ensuite, on a eu, alors c'est vrai que c'est le dernier jour aujourd'hui et la dernière matinée de conférence, mais c'est vrai qu'on a eu 3 jours de conférences où ce thème était largement abordé par nos conférenciers. Donc aujourd'hui, on a tenté de faire rayonner cette thématique dans tout le salon pendant 4 jours parce que voilà, c'est central comme sujet. Et du coup, ça se ressent également dans le nombre de participants qu'on a eu dans cette catégorie. Oui, c'est un terme générique. C'est vrai que j'ai posé la question à Julie l'année prochaine, quel va être le thème. Elle n'a pas voulu me le donner encore, donc c'est en discussion, mais c'est le secret le mieux gardé. C'est ça, exactement. Mais ce sera révélé, j'espère, assez vite. Bon, on va passer à la 5e catégorie qui est partenariat exemplaire. Alors là, c'est pareil, un peu d'explication. Ouais, alors une petite explication sur cette catégorie qui n'est pas vraiment nouvelle, qu'on avait déjà utilisée les années précédentes. On voit qu'il y a énormément de sociétés, énormément d'entreprises exposantes qui collaborent entre elles. Aujourd'hui, il y a énormément de collaboration entre les entreprises, soit exposantes du salon, soit non exposantes d'ailleurs. Et aujourd'hui, on salue justement ces démarches. On salue les partenariats que font les entreprises entre elles pour créer une innovation, pour créer un nouveau savoir-faire, un nouveau procédé, etc. Et c'est ce que salue cette catégorie. C'est la collaboration, si je peux dire, entre plusieurs entreprises pour sortir une innovation. Plusieurs entreprises qui ne sont pas forcément exposantes. Hein. Non. Alors, il faut une d'entre elles le soit, oui, naturellement celle qui est récompensée. En revanche, non, elle collabore tout à fait avec une entreprise qui n'est pas exposante. D'accord, et c'est important aujourd'hui d'avoir cette collaboration entre les entreprises. En fait, c'est le co-engineering, c'est cet échange qui devient, on n'est plus chacun dans son parc. Exactement, il y a un vrai partage aujourd'hui, il y a un vrai partage entre les entreprises. C'est même devenu un petit peu indispensable véritablement dans le milieu des entreprises aujourd'hui. Ça se ressent au niveau de cette catégorie également qui a un fort succès et voilà. Et on est ravis de remettre ce prix. Sur Global cette année. Là c'est pareil, il y avait plusieurs demandes, il y avait beaucoup de demandes, Aline. Oui, en effet, c'est vraiment une catégorie qui plaît le plus finalement. Comme le disait Martin, c'est totalement au centre des activités, cette collaboration entre les sociétés. Alors Xavier, je vois que vous êtes sur le stand du gagnant, je cite son nom, c'est 3DZ France. J'avoue que pour le moment, je ne sais pas trop. Bon, 3D, ça me donne peut-être une idée, mais on a déjà parlé de fabrication additive, alors peut-être pas, je ne sais pas. Xavier, à vous, on va découvrir ça.
Oui, oui, un meilleur partenariat exemplaire, vous allez voir même exceptionnel, puisque je suis avec Patrick Ferraris. Vous êtes directeur de 3DZ France. Un petit mot d'abord d'explication sur qui est 3DZ. Alors 3DZ, bonjour, c'est en fait un groupe qui se déploie sur 9 pays. Notre métier, c'est effectivement de couvrir l'ensemble de la chaîne de l'impression 3D. Donc depuis le logiciel, le scanner, l'imprimante jusqu'au système de post-traitement. L'objectif, c'est de pouvoir répondre aux besoins de nos clients, de les accompagner pour la réalisation de prototypes ou d'éléments de production dans l'ensemble des métiers ou des marchés qui sont présents sur la France. Et alors dans le cadre de cet award que vous avez gagné, donc sur ce partenariat, moi je dirais exceptionnel réellement, est-ce que vous pouvez m'expliquer avec qui vous avez travaillé, pourquoi faire? Oui, tout à fait. On a travaillé en fait avec le centre de rééducation pédiatrique qui s'appelle Roman Ferrari, qui est à côté de Lyon, qui a la particularité en fait de soigner et d'aider les enfants qui sont des enfants grands brûlés. Dans ce cadre-là, ils utilisaient une méthodologie en fait qu'ils ont développée il y a une trentaine d'années, mais qui était encore avec une approche artisanale. Et le principal enjeu pour eux, c'était en fait de ne pas recréer de traumatisme chez un enfant qui a déjà été brûlé. Suite donc à un dépôt de greffe, enfin un greffon, ils avaient développé en fait une technologie à base de bandelettes de plâtre pour aller reprendre l'image du visage de l'enfant. Tout l'enjeu était donc de mettre l'enfant dans une posture positive, de ne plus lui créer de traumatisme et d'avoir une parfaite adéquation de la capacité à masser ces petites brûlures pour répondre parfaitement aux besoins médicaux. Voilà. Et donc quelle a été votre réponse? Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez fait? Oui, tout à fait. En fait, on a décomposé en 3 briques. La première brique, vous l'avez compris, c'est de travailler sur le scan du visage. La deuxième brique, ça a été de travailler sur un logiciel avec un bras spécifique qui permet aux praticiens de développer des petites cellules qui sont celles-ci. Et ces petites cellules de massage que vous voyez ici, en fait, elles vont avoir pour objectif de détendre la peau et d'éviter qu'un enfant qui vient d'être greffé, on ait besoin de réopérer pour ouvrir la peau, puisque le visage, en fait, grandit pas forcément de la même façon entre sa peau naturelle et la peau greffée. Donc avec ce logiciel, on recrée ces petites formes qui vont naturellement, en étant créées là-dessus, vont masser ensuite le visage de l'enfant. Pour ce faire, on a donc imprimé en 3e étape ce que l'on appelle le positif en fait, du visage de l'enfant. Donc avec le logiciel, on a créé ces petites formes que vous voyez à l'écran et qui sont donc ensuite remplies par du silicone. Et c'est ce silicone qui va me permettre de masser l'enfant et d'apporter tout le confort et soigner l'enfant. Et alors sur votre partie, est-ce que vous avez travaillé sur une imprimante 3D spécifique ou c'est du standard? Non, justement, l'objectif, en fait, comme c'est une association, ce centre de rééducation, l'objectif, c'était d'être vraiment avec des produits du marché et de trouver une combinaison qui soit parfaite pour que la chaîne soit logique, facile à utiliser et que on puisse potentiellement développer tous ces éléments en interne, donc avec des machines standards du marché. On parlait de partenariat, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec le secteur médical? Alors, sur le secteur médical, oui, mais pas sur des problématiques de ce type-là, effectivement. Mais par contre, c'est un vrai savoir-faire de notre part, puisque on a des équipes qui, en amont, connaissent les problématiques médicales, donc les contraintes normatives, les contraintes de gestion du contact de la peau, etc. Et donc, ils nous avaient aussi identifiés par rapport à ça. Et au travers du travail qu'ils ont fait sur la définition de leur cahier des charges avec l'École centrale de Lyon, eh bien, on s'est mis autour de table pendant 1 an pour travailler sur ce projet-là et aboutir à ces éléments-là. Oui, donc il y avait effectivement des étudiants de Centrale de Lyon qui se sont rajoutés à ce partenariat. Un dernier mot sur l'award, sur ce prix-là qui est sur ce plot. Quelle est sa valorisation? Qu'est-ce qu'il vous apporte exactement? Alors, pour nous, une très grande fierté parce que c'est quand même d'accompagner des enfants et de faire du bien à des enfants. Donc ouais, ça c'est très très sympa pour nous. C'est la valorisation d'un savoir-faire. Et puis pour Roman Ferrari, c'est une formidable opportunité de pouvoir dupliquer dans le monde entier cette opération, puisque vous l'avez compris au travers de la phase de numérisation. Ça veut dire qu'un enfant qui est brûlé n'importe où dans le monde demain, eh bien, si le chirurgien décide de scanner son visage et d'envoyer le fichier de la numérisation à l'équipe de Roman Ferrari, elle va pouvoir produire à distance l'ensemble du modèle thérapeutique et pouvoir envoyer ces éléments-là à un enfant qui est à l'autre bout du monde. C'est d'ores et déjà le cas avec des enfants qui viennent d'Italie ou du Liban ou du Maroc. Donc en France, j'espère qu'il y aura plein de centres hospitaliers qui vont voir ce petit reportage et pouvoir contacter les équipes de Roman Ferrari pour dupliquer ça et servir les enfants qui ont été malheureusement brûlés sans le faire exprès. Merci Patrice Ferraris. Et donc, comme je vous le disais, Guy, exceptionnel. Oui, Xavier, ça valait le détour. On a écouté ça, j'allais dire religieusement, entre guillemets, tous ensemble, en vous regardant. Alors, Martin, je me tourne vers vous maintenant. 2023, on va parler un peu du futur, enfin futur proche, parce que ça arrive vite. J'allais dire dans quelques mois. Qu'est-ce qui va changer? Alors,
Qu'est-ce qui va changer ou pas changer. Voilà, c'est ça, ou pas changer. Aujourd'hui, vous le savez, on revient à Lyon en 2023 du 7 au 10 mars. On l'a dit tout à l'heure à Eurexpo Lyon. L'objectif sur ces GI Awards, c'est quand même de garder une certaine continuité dans les catégories que nous avons créées. C'est vrai que ça a subi avec la création de Global Industry. On a dû faire quelques ajustements un petit peu sur les premières années sur les noms de nos catégories. C'est vrai qu'on a pu un petit peu se tromper, on a appris un petit peu de nos erreurs. Cette année, je pense qu'on a bien clarifié les noms et les catégories de ces GI Awards. Je pense qu'on va garder les mêmes intitulés pour 2023 pour garder encore une fois cette continuité et cette compréhension pour nos exposants, que ce soit toujours aussi facile pour eux d'y participer, toujours aussi logique, j'ai envie de dire, et que si quelqu'un n'a pas pu ou n'a pas eu le temps ou n'a pas eu l'innovation à temps, j'ai envie de dire, pour participer en 2022, il puisse le faire comme il le souhaite en 2023. D'accord, donc on garde le même processus. Par contre, je me pose une question. On a 10 mois d'écart entre les deux salons, 9 mois. Vous avez dit un an, la nouveauté. Donc quelqu'un qui a postulé pour 2022 n'a pas été retenu. Ce sera 10 mois du coup. Il pourrait essayer 2023. Il essaiera 2023 sans aucun problème, bien sûr. Aline, on a un planning, on a quelques dates déjà. Bien sûr, on a un ordre d'idée en tout cas de l'ouverture de cette plateforme d'inscription. Donc on sera sur vraisemblablement novembre, mi-novembre pour les premières inscriptions. Et donc on a un salon du 7 au 10 mars à Lyon l'année prochaine. Donc le jury aura lieu sur les coups des fins février. Donc on connaîtra les lauréats, je pense, une semaine, 15 jours avant le salon. D'accord, donc tous les exposants qui sont inscrits d'ici le mois de novembre, à partir de novembre, la plateforme sera ouverte, ils pourront déposer leur dossier. Hein. Tout à fait, et gratuitement surtout, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ce que j'allais poser comme question, parce que vous avez dit, ils s'inscrivent, mais c'est gratuit. Exactement, c'est totalement gratuit et totalement ouvert à l'ensemble de nos exposants. D'accord. Pas de jury, il n'y aura pas un prix supplémentaire, expert. Il y a eu le prix du public, voilà. Je me souviens l'année à un moment qui n'était pas prévu. Ça, on le sait jamais. Ça, on le sait jamais. On se laisse cette latitude, si je peux dire, dans la remise des awards. Des fois, on rend un prix spécial en fonction des innovations qui sont présentées. Si une innovation ne gagne pas sur un prix, mais qu'elle mériterait potentiellement de le gagner, il nous arrive de faire des prix spéciaux. Cette année, on n'en a pas fait, mais à voir l'année prochaine. Bon, alors on attaque le dernier prix. Le dernier prix, c'est les jeunes pousses. Jeunes pousses. En définition, là, on va à peu près comprendre, mais bon, allez, Martin, c'est très simple. Explication. C'est très simple. On est sur les startups. Aujourd'hui, on a la chance sur Global Industry de recevoir plus de 50 startups qui sont exposantes sur le salon, notamment sur l'univers Smart. Tout ce qui est automatisation, digitalisation, et on a créé une catégorie dédiée justement à ces jeunes pousses. Alors on l'a pas appelé start-up parce qu'effectivement on a tendance à dire qu'une start-up après 5 ans n'est plus une start-up. Là on a appelé ça jeune pousse parce qu'on prend des sociétés, on a pris des sociétés qui datent uniquement de moins de 3 ans. Ça a été un petit peu la sélection et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas forcément appelé start-up, parce que naturellement ils peuvent être plus anciens que ça, mais sur la catégorie jeune pousse ils sont de moins de 3 ans. Bon, on va rejoindre Steve justement sur le gagnant. Alors le gagnant, c'est vrai que je ne connaissais pas l'entreprise, ça montre bien que c'est une jeune pousse, qu'elle est nouvelle. Elle s'appelle Cosmix, C-O-S-M-Y-X. Steve, je vois que vous êtes justement à côté de la société Cosmix, donc je vous laisse la parole pour nous présenter la jeune pousse. Exactement, la jeune pousse, c'est Anthony Sediki qui est le président de l'entreprise Cosmix 3D, effectivement start-up. 7 personnes lancées il y a 1 an et demi avec un concept. On va parler du produit après qui s'appelle la Nova. Cosmix, c'est un créateur et un concepteur d'imprimantes 3D, je le rappelle. Il y a la Nova et puis aussi la notion de fabrication distribuée. 2 mots sur ce concept que vous avez inventé apparemment. Je ne l'ai pas inventé, mais je travaille avec l'inventeur de la fabrication distribuée. L'idée, c'est de répartir la charge de production à l'échelle territoriale avec des unités agiles de production répétables. Voilà, en 2 mots, c'est à peu près ce que ça veut dire. On pourrait y passer quelques heures pour développer la fabrication distribuée. On reviendra au prochain salon alors. Alors, voilà. Alors, la Nova, elle est derrière nous. Expliquez-nous ce que c'est. C'est une imprimante 3D pour la fabrication distribuée. Expliquez-nous un petit peu en détail. Pourquoi vous avez eu ce prix, ça vous le savez, parce que vous êtes les meilleurs, évidemment, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Elle a assez peu de mécanique dans le ventre, mais de très bonne qualité. L'idée, c'était vraiment de maximiser la répétabilité et limiter l'usure de l'équipement pour garantir la précision des pièces et permettre de pouvoir scaler l'unité de production
en optimisant la production. Une machine d'imprimante 3D en elle-même, c'est assez lent en production, mais si vous commencez à avoir 10, 15, 20, 100 imprimantes, vous avez un parc de production qui est en soi très rapide et très agile. C'était le but de cette machine. On a développé pour ça toute la mécanique. On a limité au maximum la mécanique, il n'y a qu'une seule courroie, roulement SKF, rail linéaire E-Win rectifié, pour limiter les possibilités de cascade de jeu. Tout ça pour garantir une précision à 5 centièmes de production. On a également développé tout le système software, donc on design l'ensemble, que ce soit hardware ou software à l'atelier, pour permettre de récupérer toutes les constantes de production, pour valider les intégrités de production et également pouvoir récupérer toutes les données à l'extérieur ou faire des mises à jour à distance de la machine ou prendre la main tout simplement à distance. C'est ça. Alors c'est vraiment le 4.0, hein, parce qu'on peut en plus commander via un smartphone. Oui, on peut commander la machine soit par ordinateur à distance, soit par smartphone, je vais y arriver, excusez-moi. Donc oui, on est clairement dans l'industrie 4.0 et ultra connecté. Malgré ça, du coup, il y a forcément une notion de sécurité par rapport aux fichiers pour rassurer les clients. On est en partenariat avec VAccess Orca pour crypter les fichiers qui sont envoyés en termes de production à la machine. Et le numéro de série de la machine va être en capacité de décrypter le fichier de production et ce sera la seule machine capable de décrypter le fichier de production. Une dernière question, on parle beaucoup d'économie de matière, y compris dans l'industrie, d'éco-responsabilité, on en a parlé tout à l'heure sur le plateau. C'est aussi des machines, les imprimantes 3D qui justement gèrent mieux la matière, qui économisent la matière. C'est ça aussi l'idée ? Tout à fait. L'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on ne retire pas de matière pour faire le produit fini. On la dépose couche après couche. Donc il y a très peu de perte de matière, bien au contraire. Et on peut également optimiser de façon topologique en fait, la fabrication de la pièce. Le vrai sujet aujourd'hui en production en impression 3D, c'est de réussir à changer l'état d'esprit des designers qui aujourd'hui designent principalement pour les métiers habituels industriels, notamment la plasturgie traditionnelle ou pour les CNC. Il faut comprendre que cet outil, qui n'est plus un outil de prototypage mais de production, a besoin également de ses propres contraintes de design, de production topologique. Et du coup, quand on a des pièces qui sont réellement designées pour la production en 3D, on a des pièces qui sont très solides et qui sortent vraiment très vite. Très bien, merci Anthony Sediki. Voilà Guy et la future licorne française peut-être. C'est tout ce qu'on lui souhaite, Steve. C'est vrai que des licornes, on en avait 3 il y a quelques années, on en a je ne sais plus combien aujourd'hui, une bonne dizaine. Donc c'est une très bonne expression. Bon, et Martin, Aline, merci. Je pense qu'on a fait le point. On a vraiment 6 lauréats qui visiblement le méritaient. Exactement. Donc on leur donne rendez-vous, on se retrouvera en 2023. C'est quand les dates déjà ? C'est du 7 au 10 mars, donc à Eurexpo Lyon. 7 au 10 mars à Lyon pour les Awards 2023. Voilà. Merci Aline, merci merci beaucoup, Martin. Merci Guy. Merci à vous.